Nous parlons de logement social et culture, de comment le secteur HLM peut servir la culture. Sujet bien intéressant, comme on va le voir avec quelques exemples très parlants. Patrick Camoun, notre grand témoin, vous savez tout, paraît-il, sur l'histoire du logement, donc vous n'allez pas tout nous dire, mais beaucoup de ce que vous savez, je crois. On va y venir dans un instant, en tout cas pour remonter un peu l'histoire qui conduit jusqu'à cette période où nous sommes aujourd'hui. Avec Michel Attard, qui est directrice générale de Toit et Joie, ça dépend du groupe La Poste. On verra comment la culture... On a déjà des belles photos, s'introduit au pied des immeubles et à la rencontre des habitants. Et là aussi, vous avez une actualité intéressante. Et enfin, Fabrice Langrenier, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, c'est l'université de Paris, hein, un groupe allié au CNRS aussi. Un très beau projet de musée du logement populaire, mais qui... pour l'instant, se décline dans une exposition. On va rentrer dans le détail. On part avec vous, peut-être, Patrick Camoun, sur cette histoire des liens qui unissent le monde du logement social et la culture et qu'on n'a pas toujours pris en compte, peut-être, comme il le mérite. Que diriez-vous? Et d'où partez-vous, au fait? Je peux partir de très loin de 1850, mais on va peut-être... Si on faisait 1950, c'est bien? Non, on va faire Encore 1930. D'accord. 1930, c'est le temps des cités-jardins. Et dans les cités-jardins, il y a des maisons communes. Qu'est-ce que c'est que ces maisons communes? Ce n'est pas des habitations, ce sont des lieux de festivité, ce sont des lieux de culture, d'apprentissage, avec des centres de formation pour les enfants, formation pour les adultes. Et on a un monde extraordinaire de diversité. Il y a des cours d'art ménager, des cours d'art appliqués, on appelle à l'époque. Oui. On fait également de l'art ménager, mais l'art ménager, pourquoi faire? Pas pour apprendre à faire le ménage ou la vaisselle. Non, on va apprendre à une femme à gérer un budget serré d'ouvrier. Et donc ces cours-là, cette formation, ça fait partie de la culture. Je voulais juste dire un petit mot encore, c'est la musique. Les sociétés musicales dans les cités-jardins, c'est considérable. On a toujours fait de la musique dans les clubs des cités-jardins, accompagner les soirées, fêter des événements. Oui, mais mieux que ça. Mieux que ça, on a des orchestres de 70 musiciens dans certaines cités, et tous les ans, à la même époque, au printemps, les cités-jardins se réunissent, les harmonies musicales des cités-jardins se réunissent pour faire une fête et un grand défilé dans une des cités-jardins d'Île-de-France. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'on part des cités-jardins, c'est-à-dire qu'il y a déjà sur place un événement qui permet de développer en son sein ou autour la culture. Est-ce que ça, c'est quasiment indispensable de partir, voyez, d'un événement ou d'un groupe peut-être qui prend une initiative et autour duquel va se développer d'autres activités? On est des facilitateurs, on n'est pas des grands acteurs de la culture, mais à part Michel. Mais on est des facilitateurs. On va le voir tout de suite. Et dans ce sens-là, on a la possibilité d'offrir des locaux, même de l'argent pour faire des choses, parce que sans argent, on ne fait pas grand-chose, hélas. Bien sûr, pour susciter au moins une initiative, absolument, mais qui viendra bien sûr des habitants. Des habitants, et c'est bien le but. Alors, Michel Attard, effectivement, on va développer un petit peu plus avec vous. C'est très, très intéressant tout ce que vous avez lancé déjà avec la Poste Habitat. C'est même vous êtes quasiment les premiers, je crois, vous êtes intéressés au rôle de la culture au sein de l'habitat populaire, on l'appelle ainsi. Oui, social, bien sûr. Je fais partie des gens comme Patrick, élevés avec Patrick, on a travaillé longtemps ensemble, qui pensent que loger, ce n'est pas seulement mettre un toit sur la tête des gens, mais que le mouvement HLM a toujours eu, historiquement, il vient de le rappeler, bien d'autres fonctions que de loger. Je rappelle régulièrement qu'on faisait de la prophylaxie dans les logements sociaux, qu'il y avait des actions sanitaires très importantes, et il vient de le rappeler, il y avait des actions culturelles. Nous, on a souhaité effectivement introduire comme un mode d'accompagnement social la culture. Donc, c'est pas les HLM au service de la culture, c'est la culture au service des habitants. Parce qu'ils sont souvent éloignés de la culture, en tout cas de la culture telle qu'on la connaît dans des milieux beaucoup plus... de liens. Voilà. Mais la culture, effectivement, comme créatrice de liens,
comme moyen d'associer les gens à la vie de leur quartier en développant des actions culturelles qui sortent du quartier. Je vous parlerai par exemple de ce Lyon, ça sort du quartier, ça s'est fait en partenariat avec les écoles et avec d'autres quartiers. Et la culture aussi comme un moyen de prendre la place de... Quand vous installez un chapiteau quelque part, eh bien, vous prenez la place d'actions qui sont beaucoup moins intéressantes que la culture. Et je veux parler, par exemple, des dealers. Vous les embêtez et vous prenez leur place et vous construisez autre chose dans un quartier que de subir un certain nombre de difficultés. Ouais. Question un peu peut-être sévère, hein, mais sur l'angélisme, c'est-à-dire quand on voit tous les deux, vous parlez beaucoup de l'enthousiasme des habitants. Est-ce qu'il n'est pas difficile d'entraîner tous les habitants? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop, là on a parlé des jardins bien sûr, mais sur un petit groupe qui va vous suivre avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie? Et puis, il faut attraper tous les autres. Je vous remercie de poser cette question parce qu'on se la pose tous les jours. Elle est un peu dure, mais elle est très dure et c'est difficile. Et c'est vraiment difficile d'embarquer avec nous dans un projet l'ensemble des habitants. Quand on y arrive, la photo qu'on voit, c'est un orchestre assez modeste auquel appartient un des salariés de Toit et Joie et qui a décidé de s'installer pendant 10 semaines dans un quartier résidentiel. Ils ont réussi à mobiliser une quinzaine de gamins qui, à la fin, avec l'orchestre professionnel, enfin avec l'orchestre aguerri, donnent un concert et un concert qui se tient. Si on n'a entraîné que 15 gamins, eh ben, c'est déjà pas mal. Je vous l'accorde, c'est déjà pas mal. On aurait voulu en entraîner plus. Les actions ne réussissent pas toujours. Mais si on ne fait rien en se disant qu'on n'arrive pas à entraîner toute la résidence, je pense qu'on va baisser les bras. Et de toute façon, ce qu'on fait est un élément d'une construction. En tout cas, moi, j'y crois. Ce que je veux dire, est-ce qu'il faut partir des plus jeunes, peut-être, ou pas? Alors, mais vous posez que les bonnes questions. Je vous remercie. Je vous remercie. On a cru longtemps qu'il fallait partir des plus jeunes. Ils vont faire venir les parents après, vous l'avez cru? Et on s'aperçoit que, en discutant avec des professionnels dans les conservatoires, dans les médiathèques, les plus jeunes, au moment de l'adolescence, ils abandonnent le conservatoire, ils décrochent de la bibliothèque, etc. Aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut partir des adolescents. Il faut partir des grands enfants ou des jeunes adultes et construire avec eux. Je voulais dire aussi, parce que je pense que c'est très important, dans les HLM, on exerce un nombre considérable de métiers. Au dernier recensement, il y en avait 27, mais peut-être que Patrick en a découvert de plus. Pour faire de la culture, il faut des vrais professionnels de la culture. Nous, on a embauché la personne qui a créé la direction de la culture. Avait été directrice de théâtre et aujourd'hui elle est directrice de la culture d'une ville moyenne. Donc il faut des professionnels. Voilà. En clair, Michel Attard, ça veut dire prendre au sérieux les habitants et on n'est pas dans des petites choses amateurs, on fait de la culture. On n'est pas dans... On fait de l'éducation populaire et de la culture et on n'est pas dans un truc qui est plaqué où on donne un billet aux gens pour aller au cinéma ou pour aller à la Comédie Française. C'est pas ça notre projet. Un mot là-dessus, Patrick Camoun, pendant qu'on voit défiler, ça c'est tout ce que vous avez fait, même cet été, je crois que vous avez été très actifs. On fait un festival chaque été. D'accord. Qui s'appelle Festival Au-delà des Toits. Oui. Patrick Camoun, juste cet entraînement de l'ensemble d'un quartier, c'était déjà le cas lorsque vous... Enfin, historiquement, on a rencontré toujours ces mêmes difficultés. Non, on a eu une période extrêmement faste après la guerre, où le tissu associatif s'est développé de manière considérable et où l'intérêt collectif est suscité des vocations d'intérêt collectif. Je suis allé dans une des cités que dirige Michel et où il y avait une équipe féminine de football en 1955. Féminine de football en 55, jamais vu. Pionnière, d'accord. Il n'y a que chez Michel que ça peut arriver. Et donc, on voit bien qu'il y a un mouvement associatif qui est considérable. Ce mouvement associatif s'est essoufflé quand ? Quand les classes moyennes ont quitté le parc social, c'est-à-dire dans les années 70 avec l'appel de l'accession à la propriété pour tous, etc. Et il y a eu un mouvement de départ considérable de tous ces porteurs d'associatifs. Plus l'effondrement du Parti communiste, j'ai entendu Michel Attard. Et plus l'effondrement. Oui, qui était quand même un lien du quartier. Un mouvement d'entraînement. Je voudrais qu'on prenne le temps de parler avec Fabrice Langrenier d'un
très beau projet culturel. Qui en a eu l'idée, au fait, Fabrice Langrenier, de ce musée populaire, musée du logement populaire, hein, c'est une association qui a été créée, dont l'Union est partenaire avec beaucoup d'autres. Musée du logement populaire du Grand Paris, hein, je précise. Oui, dans le Grand Paris, du Grand Paris, logement populaire, pas logement social exclusivement, oui. Même si notre exposition temporaire à venir s'inscrit dans une cité HLM, une cité de logement social. Donc là, on est dans du logement social, mais on aimerait remonter plus loin dans le temps et le plus loin possible dans le futur musée permanent que nous ambitionnons d'ouvrir. Et qui en a eu l'idée? Écoutez, en 2014, nous avons monté notre association. Ce serait un petit peu outrancier de dire que nous avons eu l'idée tout seul, puisque nous nous sommes notamment inspirés fortement d'une initiative qui existe aux États-Unis, dans le cœur de la ville de New York. Une initiative d'origine associative également, qui a donné lieu à un musée qui a beaucoup de succès actuellement, qui s'appelle le Tenement Museum, dans le Lower East Side de Manhattan, quartier d'immigration, quartier historiquement majeur pour l'immigration aux États-Unis. Et c'est un musée qui fonctionne sur un principe que nous avons adopté, qui est celui de raconter in situ la vie de certaines familles qui ont vraiment habité les lieux. Voilà, vous partez des gens. Mais qui ont, c'est très important pour nous, qui ont vraiment habité les lieux. Vous voyez, sur place, on sélectionne, évidemment, il y a un travail d'édition, de muséographie, de sélection, puisque nous, on veut retrouver un certain nombre de thématiques pour pouvoir donner à voir une histoire de la banlieue, mais aussi une histoire plus générale, mais en partant des familles qui ont vraiment habité ces lieux-là. Dans une logique d'immersion du visiteur et pas, vous disiez, on n'est pas là pour plaquer de la culture, pour donner un billet, pour accéder à tel ou tel théâtre, tel ou tel concert. Voilà, nous on veut parler aux gens en leur racontant l'histoire de gens un peu comme eux, de gens dans le passé souvent, mais cette exposition que nous montons s'achève en 2005, donc c'est pas si lointain. Voilà, en les immergeant dans ces histoires réelles de gens qui ont vraiment vécu. Parce qu'on peut le dire, et je crois que Patrick Caboun ne vous dira pas le contraire, un passé souvent méconnu, ou en tout cas peut-être pas considéré à sa juste valeur. Tout ce que l'on doit au quartier populaire dans l'histoire d'une ville, dans les mutations urbaines, c'est évidemment très, très important. Là, on est quand même dans la culture au sens très large du terme, vous en êtes d'accord? Et d'ailleurs, vous avez avec vous des sociologues, des artistes, bien entendu, des chercheurs. On est un collectif majoritairement de chercheurs. C'est de réhabiliter, au fond, ce passé, non? Voilà. Réhabiliter ce passé, le donner à voir et à comprendre pour les gens qui sont les riverains ou les habitants actuels de ces mêmes lieux. Pour eux, d'ailleurs, notre exposition sera gratuite. C'est une fierté, j'imagine. Exactement. Nos guides, je mentionne aussi qu'on a eu cette audace, et qui, je pense, va être un succès, enfin, je m'y engage, c'est que nos guides sont eux-mêmes issus des quartiers populaires, ont eux-mêmes grandi dans les cités HLM, alors pas celle-là, ça aurait été trop beau, mais connaissent cette réalité de première main, donc seront à même d'ajouter un peu de leur vécu, de répondre à des questions. Les visites de notre exposition à venir seront exclusivement guidées. Et oui, et pour les gens qui ne connaissent pas la vie des quartiers, parce qu'ils habitent en cœur de ville, dans des quartiers moins populaires, c'est l'occasion de découvrir des modes de vie, des modes d'habiter, des rapports au travail, des rapports à l'hygiène, bien loin des stéréotypes, souvent plaqués, avec des idées toutes faites sur ces quartiers de banlieue. Voilà, les inciter à venir. J'en profite pour faire un petit peu de promotion. Notre exposition va s'ouvrir le 16 octobre prochain au métro Fort d'Aubervilliers, juste à la sortie du métro, sur la ligne 7 du métro parisien. Elle se tiendra jusqu'au 30 juin 2022. Tous les renseignements, les informations, les tarifs, etc. sont à trouver sur le site de notre association, amulop.org, amulop.org. Donc je vous invite tous à réserver votre Voilà, billet. Ça c'est une répétition générale dans l'attente du musée que vous espérez créer bientôt. Exactement. Un musée, à la suite de cette exposition, à supposer qu'elle soit ce qu'on espère un succès, nous essaierons de réaliser à la manière new-yorkaise, un musée pérenne, un musée permanent,
qui ne veut pas dire un musée, fixe et immobile. Bien sûr qu'ensuite, les récits, les narrations peuvent changer dans l'immeuble en question, mais cette démarche, nous aimerions la porter dans un musée permanent, aussi dans une démarche patrimoniale de faire exister un patrimoine de banlieue en banlieue, vous voyez. En clair, on ne peut pas, Fabrice Langrenier, imaginer le Grand Paris sans parler de son passé, sans savoir d'où il vient au fond. C'est un peu ça que vous défendez. Exactement. À l'heure où le Grand Paris, du point de vue des infrastructures de transport, du logement, s'étend, se repense, se reconfigure, on pense qu'il est intéressant d'avoir des compléments à la Basilique des Rois de France, aux grandes scènes nationales de banlieue, d'avoir aussi un effort patrimonial de la banlieue sur elle-même. Oui. Vous n'avez pas précisé, c'est la barre Gros-Perrin, elle est très connue, c'est la fameuse cité des 800 à Aubervilliers qui est représentée ici, enfin ses habitants en tout cas. Réaction de Patrick Camoun, vous connaissez ce projet, j'imagine? Alors, je viens d'en entendre parler. Ah ben formidable, on est là pour ça. Je suis un peu retiré des affaires, mais je trouve ça passionnant. Passionnant parce qu'on parle de quoi? De la mémoire. Et on parle de quelle mémoire? De la mémoire des habitants. Mais il ne faut pas oublier que les habitants, c'est nous, c'est notre famille, c'est nos ancêtres, c'est nos grands-parents. Et quand je parle des HBM, je parle de la vie de ma grand-mère. Et quand je parle aujourd'hui des HLM, je parle aussi de ma vie. J'ai vécu en HLM quand j'étais gamin et je sais ce que c'est qu'un quartier HLM, je sais ce que c'est que sa mémoire. Aujourd'hui, on est à la recherche de mémoire parce que on est dans des grandes catégories, ça c'est comme ça c'est comme ça. La mémoire, elle est complexe et on a même eu un exemple extraordinaire d'une cité HLM qui est à Dijon, qui a passé un mois au musée de Dijon à reconstituer des habitations de l'époque, des logements de l'époque, avec les meubles. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et pour la première fois, sont venus dans le musée, qui est un musée extrêmement classique à Dijon, c'est pas très rigolo, sont venus des gens qui n'avaient jamais foutu... Qui n'y étaient jamais entrés, bien sûr. Dans un musée. Michel Attard, vous avez alors, beaucoup d'actions culturelles, on a vu de belles photos là, de ce que vous y faites, des résidences aussi... au pied des immeubles, ça c'est très important d'être très présent. Donc ce patrimoine-là qui est mis en avant par le projet du musée, par cette exposition, on peut l'imaginer aussi, même sous des formes plus modestes peut-être. Est-ce que ça vous a été suggéré déjà comme action? Faire revivre le passé d'un quartier ou d'un... On l'a même suggéré nous-mêmes, puisqu'on est amené actuellement à démolir une résidence de 90 logements, et on l'a démoli par petits bouts et on reconstruit sur place. Donc les habitants vont rester sur place, ce qui est intéressant, d'autant que le métro arrive au pied de leur immeuble. Et donc on fait un travail avec eux, avec une compagnie mémorielle sur l'histoire de cette résidence qui a accueilli... D'abord, c'est la première résidence de Toit et Joie, 1957, et elle a accueilli... 1957, Toit et Joie, c'est si ancien que ça? Pas très ancien. Hein. Il y a des SA qui sont plus anciennes. Ah oui, il y a plus. D'accord. Oui, donc je peux l'apprendre. Non, c'est pour les SA, c'est pas forcément. Mais sur la ancien. culture, par contre, vous avez été parce que Toit et Joie s'occupait pas seulement de culture, je me trompe pas. Donc Toit et Joie, qui s'intéresse très directement à la culture, c'est plus récent. Ça, c'est 5 ans. Ah oui, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus récent, mais vous êtes quand même dans les premiers, hein, je crois. Je crois qu'on est les premiers à avoir créé une direction de la culture avec des gens qui sont des gens qui viennent de la culture et à avoir signé une convention avec le ministère de la Culture. On est subventionné, hein, on a une subvention du ministère de la Culture, on travaille avec les DRAC, on travaille en permanence avec les DRAC. Et donc c'est avec les DRAC qu'on installe des résidences d'artistes qui restent pendant 2 ans. C'est une convention qui est signée entre Toit et Joie, la DRAC et la ville d'implantation. Et donc, en l'occurrence, sur cette résidence, c'est une résidence d'artistes qui sont des gens qui font des ateliers d'écriture. Et ils sont sur place, ils recueillent, ils travaillent avec les gens, ils les font écrire, etc., etc. Mais on a des résidences d'artistes qui se sont installées pendant 2 ans. Quand on voit les très grandes marionnettes, donc c'est la compagnie des grandes personnes, ils se sont installés pendant 2 ans à Villeneuve-Saint-Georges dans un logement qu'on leur prête. Et ils travaillent avec les gens, avec le quartier. Ils ont créé ces marionnettes, ils ont créé une histoire de ces 2 marionnettes qui ont des noms et qui déambulent dans toute la ville au moment du festival. Mais ça comprend des ateliers d'écriture, ça comprend des ateliers musicaux, ça comprend des ateliers de couture avec un certain nombre de locataires qui ont fabriqué tous ces costumes et qui ont fabriqué ces marionnettes.
J'étais attachée à l'histoire du lion parce que ce lion, c'est parti d'un atelier d'écriture sur... Il est où ce lion d'ailleurs ? À Saint-Michel-sur-Orge. Avec les enfants qui ont raconté à l'école l'histoire d'un lion qui vient de la forêt. Il y a une forêt juste à côté. Et puis finalement, ce lion a donné lieu à cette création qui a été faite avec les enfants. C'est eux qui ont créé le personnage du lion. Ensuite, ils ont fait avec les artistes ce lion. J'y suis allée il y a 15 jours. Il a été installé... il y a plus d'1 an, il n'y a pas un graffiti sur ce lion, il n'y a rien du tout. Et maintenant, ils ont installé autour du lion une forêt, c'est-à-dire des arbres métalliques qui sont des arbres à vœux, etc. Donc voilà, quand c'est fait avec eux, il n'y a pas de dégradation. On est inscrit dans un immeuble, une œuvre. À chaque fois qu'on livre un immeuble, on met une œuvre dedans. Elles ne sont pas dégradées. Nos œuvres ne sont pas dégradées. Est-ce que vous êtes en lien, d'ailleurs, une question peut-être pour vous deux, avec la vie de Patrick Camoun, en lien avec des écoles d'art, par exemple, oui. Ou des écoles d'artisanat, ou qui travaillent avec vous, qui éventuellement vous proposent aussi de... Alors, c'est nous qui allons à leur rencontre. C'est vous qui allez les chercher on a travaillé avec... on a fait une exposition d'architecture à la Maison des Récollets, la maison de l'architecture. On l'a fait, toute la scénographie, tout le graphisme, etc., a été fait avec une école publique qui s'appelle Olivier de Serres, qui est proche de chez nous. Donc, on a travaillé pendant 1 an avec 2 classes d'Olivier de Serres. Et dans le cadre d'un immeuble, une œuvre, on voudrait sortir justement de l'idée de mettre une sculpture au milieu d'un jardin ou bien un mur peint ou autre chose. Et on voudrait travailler, on est en train d'initier ça avec des écoles telles Estienne, Boulle, etc., d'intégrer les métiers d'art à l'acte de bâtir. Oui, c'est-à-dire imposer aux architectes de travailler partenariat avec ces métiers d'art. Après tout, on peut faire un très beau sol en mosaïque, on peut construire des balcons en fer forgé, et donc intégrer l'œuvre et l'art, et ça suppose de travailler avec les archis, mais ils sont d'accord, à l'acte de construire ou de réhabiliter. Oui. Fabrice Langrenier, je sais que vous travaillez aussi avec des artistes, ils vous font des propositions, vous allez à leur rencontre. Alors, nous, on va travailler avec une artiste plasticienne pour organiser des ateliers artistiques pour les enfants, donc... je rejoins ce qui a été dit plus tôt, de cibler les enfants. Nous, on va cibler à la fois les jeunes et les moins jeunes enfants. C'est vraiment un de nos cœurs de cible. On a déjà beaucoup de réservations de la part des classes, à la fois de pleine commune, de la banlieue nord, mais pas seulement, plus largement dans le Grand Paris. Et on a associé les enfants d'une manière aussi assez neuve, puisque plusieurs d'entre nous... sont des enseignants du secondaire, et donc 2 classes, une de Saint-Denis, une d'Aubervilliers, ont participé à la fabrication des supports qui seront utilisés dans l'exposition, de quelques-uns des matériaux que nous utilisons dans l'exposition. Donc voilà, associer les classes à la réalisation, ensuite à la visite, et pendant qu'une partie de la classe, si vous voulez, visitera l'un des 2 appartements à visiter, une autre visitera le second, et une troisième fera un atelier à la fois artistique et historique dans un 3e appartement que l'office public nous met à disposition. Donc j'en profite pour remercier l'office HLM de la ville d'Aubervilliers qui nous donne la possibilité de faire qui vous accompagne réellement. Allez, je ne veux pas mettre le verre dans le fruit, mais où sont les difficultés ? Elles ne sont pas que financières, j'imagine. Quels sont les obstacles que vous rencontrez les uns les autres ? On peut commencer avec l'historien qui en a rencontré des obstacles. La mobilisation des habitants. La mobilisation des habitants, on y revient. C'est difficile. Faire venir les habitants et les impliquer dans la durée. Faire un coup, c'est pas trop difficile, mais dans la durée, c'est ce qui... Mais pour qui ? Voilà. Michel Attard ? Il a répondu, faire venir les habitants, les faire sortir de chez eux dans une action collective, sortir d'un mode culturel qui est le leur. Et je pense que nous, on doit se rapprocher aussi du leur. Par exemple, j'ai donné comme consigne à la nouvelle chargée de la culture à Toi et Joie d'initier un travail sur la culture gastronomique. On a c'est une vraie culture, la culture gastronomique. Des nationalités différentes. On a des nationalités. Dès qu'on fait une fête, on a des tables envahies de nourriture issue de tous les pays possibles et imaginables, avec en général une très grande qualité. Il faut travailler le matériau qui existe aussi pour pouvoir
peut-être amener vers d'autres. Partir de leur savoir. Partir pas leur en apporter un systématiquement, c'est ça peut-être. Avec vous, Fabrice Langronier, alors la question est un petit peu différente, mais on a parlé tout à l'heure de la fierté des habitants qui pouvaient s'emparer de leur histoire. Donc c'est peut-être plus facile d'aller les chercher sur un projet comme le vôtre. Exactement. Et puis nous, on a l'avantage qui tient à ce que depuis 6 mois, nous habitons, pour ainsi dire, les lieux. Dans la journée, en tout cas, nous nous sommes installés là-bas pour travailler, pour préparer cette exposition. Donc ça, au moins, avec la cage d'escalier concernée, il y a des rapports de voisinage qui se sont créés. On espère que nos chers voisins, le jour où des enfants ne cesseront d'aller et venir dans les escaliers pour visiter l'exposition, seront tout aussi patients. Mais il y a eu un très très bon retour. Il y a aussi le fait, qui est à notre avantage, que nous avons cherché à interviewer les anciens habitants de cette barre d'immeubles, et dont certains habitent encore. C'est une barre qui date elle aussi de 1957, et certains encore aujourd'hui habitent dans les lieux depuis l'ouverture. Et donc ces gens ont fait partie de nos témoins, et donc une fois que vous allez recueillir un récit, évidemment les gens se sentent valorisés, s'investissent dans un projet et se sentent à juste titre partie prenante, et donc voilà, eux, ceux qui sont bien loin dans d'autres régions françaises et que nous avons retrouvés, qui sont d'anciens habitants, ces gens ont été naturellement associés à un projet où on leur demandait de créer eux-mêmes le matériau d'exposition. Voilà deux caractéristiques qui font que c'est un peu plus facile pour l'instant, avant l'ouverture. Ensuite, reste à voir si les gens voudront, de toute la cité et des alentours, voudront bien venir voir ce qui s'y passe. Et se l'approprier même, puisque c'est d'abord fait pour eux. Michel Attard, vous vouliez ajouter autre chose? Oui, je voulais dire aussi que à partir du moment où on fait le pari, et je pense qu'on est tous d'accord ici que la culture est essentielle, ce qui n'a pas toujours été pensé comme tel récemment, il faut intégrer aussi les artistes dans nos cités, et les artistes, ils sont sous plafond de ressources HLM. Et aujourd'hui, alors que je suis moi-même je me plains beaucoup du logement en silo, on loge les pauvres, on loge ceci, on loge cela. Il me semble essentiel de loger les artistes. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel de musique classique, vous ne pouvez pas habiter à Paris, non, ni en Île-de-France. Un artiste plasticien, encore moins. Beaucoup plus. Ah, beaucoup plus. Beaucoup plus. Pas facile d'avoir un atelier d'une certaine dimension, quand même. Mais oui, mais on n'est pas obligé d'habiter dans son atelier. Tandis que quand on fait 10 heures de piano par jour, on est obligé d'habiter là où on joue. Et il n'y a pas de logement insonorisé, alors qu'il y a des ateliers d'artistes. Vous voulez dire que les logements sociaux pourraient aussi les accueillir? C'est ce qu'on fait, nous. On est en train d'essayer de faire des logements insonorisés, où au moins il y a une pièce complètement insonorisée avec une technique de boîte dans la boîte qui permettent à un musicien d'être logé et de pouvoir travailler chez lui, qui permettent à un plasticien de pouvoir disposer d'un atelier en annexe à son logement, puisqu'on n'habite plus dans l'école et la peinture. Dont acte. Voilà une belle idée, Patrick Camoun. Mais c'est une idée qui a l'air d'aller de soi, mais c'est impossible aujourd'hui. Impossible pour un musicien de trouver à se loger. Oui, à Paris, n'en parlons pas. C'est beaucoup plus facile pour un peintre, effectivement, parce que les HBM avaient fait des ateliers de peintres. Oui, c'est vrai qu'il en existe, y compris dans le centre de Paris. Absolument. Oui. Là, juste un tout dernier mot, la lecture. Je sais que vous y travaillez aussi. Cet été, on a beaucoup travaillé sur la lecture. Ça me rappelle l'initiative d'ATD Carmonde, quand même, qui se baladait avec des bus dans les cités pour proposer de la lecture. Mais avant de proposer de la lecture, il faut proposer aux gens d'apprendre à lire. Nous, on a fait aussi beaucoup de travail sur l'illettrisme. Ouais. Et en proposant aux gens d'apprendre à lire et à écrire. Bien, merci infiniment. Tout dernier mot. Et puis Juste un mot, dans la bibliothèque de la Cité Jardin du Chemin Vert à Reims, il y a plus de 3000 ouvrages en 1920. Et c'est bien, et c'est bon de le savoir. Merci de nous l'avoir dit. Merci Patrick Camoun, merci et bravo Michel Attard, et merci tous nos voeux pour ce musée. Fabrice Langronier, merci à tous les trois.